Ok, les gars. Bonsoir. Grand retour du grand Abdé. Merci beaucoup d'être là. On a un nouvel épisode. Ouais, ça fait un petit bail. C'est le retour, 8 mois. 8 mois. Non, un an, depuis la Coupe du Monde. Voilà, 8 mois, les fameux 8 mois. Moi, je viens que quand le Maroc joue. Je m'intéresse pas à d'autres personnes. Que quand le Real fait un truc de ouf, tu vois. Bon, bonsoir tout le monde. Alors, on est, comme vous avez pu le voir, dans un nouvel épisode du Foutoir. Et grand moment foot. Je pense que ces prochaines années vont être assez... Le football marocain va être mis en exergue. Notamment, on a la CAN qui a démarré. Qui est le prélude de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030. Tout à fait. Donc, quelle décennie on va vivre, quelle décennie. Beaucoup de foot au Maroc. Alors, on va commencer. Alors, Abdé, Enzo, bien entendu, et votre humble serviteur, moi-même. Abdé, qu'est-ce que tu as pensé, avant de parler de la CAN et des premiers matchs, de l'ouverture? Tu as dit que tout à l'heure, c'était pas ouf. Ah oui. Ouais, oui, il faut parler de ça, en fait. Ouais. Alors, moi, personnellement... J'ai vu l'ouverture de la Coupe du Monde, on va dire que c'est pas comparable. Quand on voit l'ouverture de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Asie qui a eu la veille de l'ouverture de la CAN, ou encore de ce qui se fait en Copa América, moi j'ai trouvé que cette cérémonie d'ouverture de la CAN, c'était une ouverture à la Wish, quoi. Ouais, c'était pas du tout au niveau. T'as pas un pote ivoirien que t'aimes pas? Non, c'est pas que... Non, je comprends que les Ivoiriens, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. C'est-à-dire du matériel, c'est-à-dire un stade qui est déjà pas à la pointe technologique, qui ne permet pas de faire des jeux de lumière, d'assombrir, de canaliser la lumière sur un côté, d'illuminer les bandes blanches du terrain, histoire de créer une ambiance. Ouais. Je comprends qu'ils n'ont pas ça. Ils ont un outil standard. C'est comme nous, ce qu'on avait à Moulay Abdallah, qui est maintenant n'existe plus, a été détruit parce qu'ils vont le refaire. C'est-à-dire tu as des projecteurs on-off. Tu peux allumer ou éteindre. Il n'y a pas de jeu de lumière. Jouer avec, quoi. Exactement. Mais moi, j'aurais quand même mis des moyens supplémentaires en pyrotechnie, en jeu de lumière pour essayer justement de mettre l'emphase sur ce qu'ils ont bien fait, mais qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire, il y avait des danseurs, il y avait des chanteurs, il y avait des... Mais comme tout était allumé comme si c'était un match... T'avais un peu l'impression que c'était... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, il y a des gens, ils font un truc au milieu du terrain et puis... le match. Mais si je peux me permettre, justement, parce que ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu, en même temps, ils y voient rien. On peut arrêter là, mec. Voilà. Franchement, elle était super bien. C'est la fin de cet épisode. Franchement, les choses les plus drôles... Parce qu'ils y voient rien, les gars. Ouais, ça veut pas dire que tu ris, Non, mais en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'était que l'ambiance qui a été dégagée par cette cérémonie, c'était du bâclé. Genre, j'ai pas ressenti l'aboutissement d'une cérémonie répétée avec l'envie de dire waouh, we are Africa. On va leur en mettre dans les yeux, quoi. Tu vois. En gros, tu vois, genre, je sais qu'au Maroc, on va faire mieux. C'est pas pour nous vanter parce que je sais que nous, je suis pas chauvin on va engager les moyens nécessaires en termes de stade, en termes de producteurs. C'est-à-dire que le gars qui va nous faire la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, c'est celui qui a fait la dernière celle du Qatar. Donc on va engager les bons gars au bon Mais est-ce que c'est juste une question de moyens ou juste la créativité? Non, c'est vraiment des moyens. Après créativité, une envie aussi, ils ont voulu faire un mix, tu vois, genre Afrique égale mix de couleurs, etc. Il y avait du orange, du vert, du jaune. C'était trop... Ils auraient dû faire pour moi quelque chose de très très sobre, quelque chose un peu avec les drapeaux, un peu de danse tribale de leur pays pour essayer de montrer. C'est pas la peine d'afficher leur pont à Auban, c'est bon, ils ont un pont à Auban dans tout le pays, l'affiche. Et tu mets la coupe au centre. Tu joues autour de ça avec des lumières, avec peut-être un gars qui arrive en parachute, quelque chose, tu vois. Là, c'était... En Angleterre, il y avait James Bond qui était arrivé... Là, c'est une boom, quoi. C'était une boom, et en fait, on s'en foutait un peu parce qu'il n'y avait pas la mise en lumière. En fait, c'est comme si tu as un bon scénario, mais que tu n'as pas un bon réalisateur. Ouais, pas un bon cadrage, voilà, etc. Tu n'as pas le truc. Du coup, moi, je trouvais que c'était pas ouf. Et elle va pas rester dans les mémoires, cette cérémonie. De toute façon, le plus important, c'est pas la cérémonie. Non, je suis désolé. Je pense que c'est aussi une fête, c'est aussi, tu vois, c'est un événement. C'est pas toi, que tu les résultats sportifs. Bon, alors, ils y voient rien, Moi, je te dis, il veut me piéger, le gros. J'y vois rien non plus, je les regarde pas. Non, mais moi, j'aime bien les regarder parce que c'est le ton
de l'organisation d'une qui est donnée. On te lance le ton, quoi. Tu vois. Elle s'appelle Khadija. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui il y a eu une coupure de 30 minutes en plein milieu de la rediffusion d'un match. Sénégal. C'est l'organisation, on voit la cérémonie d'ouverture, c'est le cadre dans lequel a été tu sens l'effort. Tu sens l'effort. Donc là, avec cette cérémonie-là, et sur les 2 premiers jours de compétition, on a un problème de retransmission, on a des pelouses moyennes. Vraiment moyennes, c'est vraiment tu as mis les lunettes et tu te dis c'est bon, je vois rien. Il y a du vert, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du vert et des lignes blanches. Il y a du vert. C'est très moyen. Donc là, et en plus, il y a une inégalité au niveau des pelouses. T'as la Côte d'Ivoire, elle joue sur un tapis vert. Et t'as plus tard le Sénégal, il joue sur un. T'as Abidjan et le reste. Voilà, sur Kaboul. Par contre, il y a un truc qui est sympa, c'est la qualité de la retransmission vidéo. Oui. Moi, je trouve que ils font du bon boulot. Parce que je sais pas si vous en rappelez, il y a quelques années, quand tu regardais un match de Coupe d'Afrique, déjà rien que la qualité de l'image, t'avais pas forcément envie de regarder. Le ballon était un peu trop loin, c'était pas bien cadré. Là pour le coup, et je pense qu'il y a un côté bean qui a mais je trouve, il y a beaucoup de caméras, il y a des ralentis sympas. C'est bien fait. Il y a une légère régression par rapport à l'organisation. Ça, c'est juste sur les 2 premiers jours de compétition, vraiment à chaud. Il y a une légère régression par rapport à la dernière édition de la CAN. On avait l'impression que les choses étaient un peu plus structurées. Après, j'ai des gens aussi que je connais et aussi des gens sur YouTube que vous pouvez retrouver qui sont partis à la cérémonie, qui étaient là-bas et ils ont vécu ça. Ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Mais après, quand tu es dans l'ambiance, que tu as les Ivoiriens autour de toi, tout le monde y danse, tout le monde y chante, etc. C'est pas toi, tu juges l'objet télévisuel. C'est-à-dire, toi, tu es devant ton écran. Le rendu télé n'était pas ouf. Le rendu télé n'était pas ouf. C'est comme un concert de musique. Quand tu y es et quand tu le vois à la télé, mec, c'est pas 2 choses totalement différentes. Alors, parlons foot. Quels sont les matchs que vous avez vus? Alors, on parle de Coupe d'Afrique d'abord ou on parle de... on va rester sur la Coupe d'Afrique. Après, on changera. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai vu que les buts. Bah, vas-y, dis alors, le beau but. Dis-nous ton analyse en ayant vu que les buts. Alors, j'ai vu que les buts. Moi, j'ai un pote qui a vu les buts. J'ai vu que les buts et je peux vous dire, franchement, il y a des beaux buts. Il y en a un qui était très beau, qui a été refusé. C'était l'équipe en blanc. Je me rappelle plus laquelle. Des blancs. Je crois que c'était le Ghana. Mais en tout cas, des buts, sympa. Mais ce qui en ressort, c'est que les équipes les plus attendues, pour l'instant, c'est pas au top. À part le Sénégal qui a masterisé le truc à 3-0. Mais l'Égypte, elle a été tenue en échec contre le Mozambique. Et ils ont égalisé à la toute fin. Et il y avait péno pour moi. Et ensuite, t'as la Côte d'Ivoire a gagné. Et le Ghana a perdu contre le Cap Verde. Cap Verde qui n'a pas démérité. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. Mais du résumé de 8-9 minutes. Non, c'était du beau jeu. Ils ont joué, hein. Ils ont pas dominé toute la rencontre, mais ils ont joué. Moi, ce que je fais de ce début de compétition, je fais 2 lectures. La première lecture, c'est que en 2022, le Maroc, il a déverrouillé quelque chose en Afrique. C'est-à-dire que on arrive, les sélections africaines, ils ont vu que c'était possible, qu'il n'y avait pas de favoris, qu'il n'y avait pas de barrière psychologique à se mettre. Et je pense que ça a vraiment débloqué quelque chose chez les nations africaines de football. Et donc, tu as des Cap-Verdiens, tu as des Guinéens, tout ça qui arrivent avec une mentalité de... On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Sur un coup, ça passe. Sur 2 coups, ça passe. Et sur 3 coups, on se retrouve en quart de finale. Il en a une bonne. Il en a une bonne, c'est tout. Bon, elle était moyenne, celle-là. La mienne était un peu mieux quand même. Donc, il y a ça. C'est la première lecture. C'est que le Maroc, il a vraiment déverrouillé quelque chose dans les sélections africaines. Et donc, tout le monde y croit. Donc, moi, je dis, attention, pour les grosses sélections, il y a des équipes nationales, qui veulent mettre leur pays sur la carte du football continental. Je suis d'accord. Donc ils sont là avec l'ambition de montrer que eux, ils peuvent être à leur échelle le Maroc de l'Afrique, à la Coupe du Monde. D'accord. Mais pourtant, en favori, on est classé 4e. Non, mais ça veut rien dire. Ça dépend des bookmakers. Chez Winamax, on est premier. on reste parmi le top 3. Le God tier. Ouais. Clairement. Il y a nous, ceux qui la font.
La Côte d'Ivoire, c'est toujours le cas. Et les derniers gagnants, Sénégal. Algérie. Algérie est juste derrière nous, mais c'est vrai l'Algérie, ils ont quelque chose à se prouver parce qu'ils ont merdé à la dernière Coupe d'Afrique. Ouais. Ils n'ont pas passé le groupe. Et pour la dernière Coupe du Monde, juste avant d'y aller, non, ils étaient censés y aller, et à la dernière seconde, c'est le Cameroun qui va à leur place. Ouais, d'ailleurs, on avait débriefé le match. Ouais, donc vraiment mauvaise affaire. Et la deuxième lecture que je voulais dire par rapport à ce début de compétition, c'est donc la première chose, c'est que le Maroc a déverrouillé quelque chose, et deux, c'est l'emplacement de la compétition dans la saison. Ça veut dire que depuis quelques années, la CAF essaye de placer cette compétition en été pour essayer de s'aligner sur le planning international, etc. Sauf que, subhanallah, depuis qu'ils essayent, ça n'a jamais réussi. Ouais. À chaque fois, ils la je reporte, etc. Et il faut le dire, c'est que les nations africaines, ils ont beaucoup de joueurs qui évoluent dans les 5 grands championnats ou les 10 grands championnats en Europe. Et ils arrivent dans cette période de janvier en pleine forme. Ils ont, pour la plupart, une vingtaine de matchs dans les pieds. Donc, le niveau qui est attendu de ces sélections petites ou grandes, il va fatalement se lisser parce que toutes les sélections arrivent avec tous leurs joueurs à plein potentiel. Mais après, tu peux pas comparer, par exemple, le Maroc avec la Zambie, la Guinée équatorienne. Et parce que le Maroc a de plus que la Zambie va le compenser avec une envie. Et il faut s'attendre à ce que la Zambie, elle peut... Mais entre l'envie des mecs ultra frais qui sont déjà dans le tempo... D'ailleurs, c'est la question qui se posait avec le championnat russe. Tu sais, il est bloqué pendant un certain temps. Et à chaque fois, ils disent ils sont bloqués pendant de longs mois. Donc, quand ils arrivent pour faire la Ligue des Champions, les matchs importants, ils sont ken parce que ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas joué. Moi, je pense que le positionnement de la CAN au milieu de la saison est primordial pour la qualité et le développement de la CAN. C'est-à-dire, plus il y aura de matchs de qualité et plus... Parce que d'abord, il n'y a pas de petite nation qui n'a pas de joueurs stars qui évoluent en Europe. Faut les prendre. Ils en ont au moins un ou deux. Ouais. Ils en ont au moins un ou deux. Donc, plus on aura des joueurs en forme, plus le jeu sera beau, plus on intéressera du monde et plus le développement et le rayonnement de cette CAN va avoir... Regarde, par exemple, l'Euro ou la Coupe du Monde, ça donne des matchs de fou, des trucs de dingue. Pourtant, c'est l'été. Hein. C'est juste après la fin d'une saison. C'est vrai, mais à Otieni, il ne faut pas oublier que les Africains, ils ont... Après, la moitié de leur sélection qui vient du local. Ouais. Et le local, c'est pas forcément calé sur les mêmes dates. Donc, tu as deux rythmes, alors qu'au plein milieu de la saison, tout le monde est en train de jouer. Facts. Mais après, le problème, c'est qu'au milieu de la saison, avec la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Asie à moindre mesure pour l'Europe, mais c'est que, comme tu as dit, les clubs importants, par exemple, mets-toi à la place, à l'époque de Liverpool, ils perdaient Mané et Salah. Tu vois ? D'abord, moi, je me mets vraiment dans la peau d'un Marocain qui veut que la CAN, elle rayonne, tu vois. Ouais. J'en ai rien à foutre que Lyon ou Metz ou Nice, ils soient pas contents parce qu'ils ont perdu tel ou tel joueur, c'est leur problème. Tu te mets à la place d'un Marocain, d'un joueur ou d'un Marocain qui regarde ? Je me mets de la place d'un Africain. Un Africain. Qui a envie que la CAN, ça devient une des meilleures compétitions, une des 3 top compétitions mondiales, tu vois. Genre là, tu as la Coupe du Monde, l'Euro, et peut-être il y a la Copa América juste derrière. Faudrait que nous, on réclame cette place de la Copa América. C'est pas normal que tu as la moitié des talents d'Europe viennent d'Afrique, et l'autre moitié vient de sud-américaine, peut-être qu'il y a quelques talents européens qui viennent couvrir tout, et que notre compétition, elle n'est pas assez représentative, elle ne rentre pas assez dans les mœurs européennes, dans les mœurs américaines et aussi en sud-américaine. Donc pour ça, il faut du beau jeu, il faut de la qualité dans les matchs, et pour ça, il faut des équipes qui soient en forme, avec des joueurs qui sont en forme, et je pense qui ont des matchs dans les jambes. Qui ont des matchs dans les jambes, et je pense que garder cette compétition à cette ampleur... D'ailleurs, le Maroc réfléchit avec la CAF à ne pas la jouer en été en 2025 et à la décaler. Décaler. À la décaler justement en hiver pour d'autres raisons. Mais in fine, pour moi. In fine, on l'avait oublié. Et dédicace à in fine, tu nous regardes. In fine, pour moi, la compétition est bien positionnée. Après, il y a aussi un autre argument qui est hyper important, c'est la météo. La météo aussi. La météo, l'hiver, c'est pas comme l'été en Europe. Il ne faut pas oublier que cette CAN 2023, oui, parce qu'elle s'appelle la CAN 2023, même si elle se joue en 2024, elle était positionnée à l'été 2023. Moi, j'ai longtemps pensé qu'ils l'ont décalée
à cause de la Coupe du Monde. Je me suis dit, 6 mois après la Coupe du Monde, tu veux flinguer les joueurs. Mais pas du tout. C'est juste parce que pendant l'été, en Côte d'Ivoire, il y a eu des inondations de dingue et ils ont dû repousser la compétition. C'est vrai que le facteur météo, je pense que c'est un gros argument. Le facteur météo joue beaucoup parce que déjà là il y a des cooling breaks aux 25 minutes alors que on est censé être en hiver. Donc j'imagine même pas en été, ça doit être une fournaise. Mais alors vous parliez de l'importance de la CAN qui peine un tout petit peu à encore trouver son on va dire son public. Son public et aussi, en Afrique, en tant que son rayonnement. Mais est-ce que... merci. Mais tout plaisir est pour moi. Mais pour un joueur qui gagne la CAN, ça se classe comment dans le prestige, par exemple? Je pense, pour un joueur, à l'échelle individuelle, le plus grand des Graals, c'est le Ballon d'Or. Mais tu sais, la Coupe du Monde. Tu sais ce qu'a dit Cristiano? La Champions League. Tu sais ce qu'a dit la CAN vient tout derrière. Mais tu sais ce qu'a dit Cristiano? Jamais comme ça. Cristiano, il a dit... Je toucherai plus bas alors. Je déconne. Cristiano, il a dit, mec, moi j'échangerais mes 5 Ligues des Champions contre l'Euro, si c'était à refaire, sachant qu'il l'a gagné. C'est facile à dire une fois que tu l'as gagné, mais... Ouais, mais mec, en plus, le Portugal n'avait pas gagné l'Euro auparavant. Mais alors, répondez à ma question. Ça dépend de la typologie du joueur. Moi, je pense que pour un joueur lambda européen... Mec, ça dépend pour ton pays, mec. Ouais, mais la Coupe du Monde aussi. C'est la Coupe du Monde. Ouais, mais vraiment pour ton pays. Mais après, rejoins-le. Typologie et ton pays. Sois réaliste. Si jamais t'es Gabonais, imagine t'es Pierre-Emerick Aubameyang. T'es Gabonais. Si tu gagnes la Coupe d'Afrique, c'est un truc de dingue parce que je pense que c'est le max que tu puisses gagner avec ton pays. Pour moi, oui, c'est vrai. Oui, c'est le max, réalistiquement. Ouais. Mais si jamais on t'offre la Coupe du Monde ou ça, tu prends la Coupe du Monde. Oui, mais là, t'es pas réaliste. Là, tu t'imagines, on a une baguette magique. Le Saint Graal, c'est la Coupe du Monde, on est d'accord pour un joueur. Ah oui, parce que c'est chaque 4 ans. La Coupe du Monde ou la Champions League? Je suis pas d'accord. Moi, ça dépend vraiment de la typologie de joueur. Pour moi, 3 typologies de joueurs. T'as méga star, joueur. T'as le bon chasseur. T'as la méga star, t'as le joueur bon lambda, et t'as le joueur local. Ouais. D'accord. Pour moi, le joueur local qui joue, par exemple, en Botola Pro et qui est bon, qui maximise ses chances et qui n'a pas le potentiel malheureusement d'aller signer en Europe ou qui n'a pas été repéré ou qui pour plusieurs raisons est resté. Tu vois. Pour moi, le rêve ultime, c'est de remporter la CAN. Ouais. S'il est pris en équipe nationale, s'il est sélectionné pour lui, c'est de remporter la CAN. Parce qu'il sait que Coupe du Monde, c'est jouable, mais c'est quasiment inatteignable. Ligue des Champions, il ne joue pas en Europe. Ballon d'Or, autant dire quand tu joues en Afrique, c'est mort. Donc, c'est pas des trophées atteignables pour lui. Donc, pour lui, la CAN, c'est quasiment une Coupe du Monde. Je parle du joueur local. Ouais. Après, tu as le joueur qui est bon, qui évolue en Europe, européen. Ouais. Lui, c'est pas forcément le Ballon d'Or parce qu'il sait qu'il est inatteignable pour lui. D'accord ? Par contre, lui, il va rêver d'une Coupe du Monde. Il va rêver de peut-être une Ligue Europa, quelque chose comme ça. Une série, par exemple. Voilà, une série, par exemple. Il va rêver et il va rêver de gagner la CAN aussi. Donc là, et quand tu arrives à la superstar, la superstar a envie de tout gagner. Elle a envie de tout gagner. Je suis d'accord. Hakimi a déjà gagné une Ligue des Champions avec le Real. Tu lui aurais donné la Coupe du Monde en 2022, en 2023 ou 2024 maintenant, il t'aurait dit, moi, mon rêve, c'est de gagner la CAN. C'est parce que c'est... Quand tu as quelque chose, ça est une bien sûr, et ça dépend nous, où ça tu fait un bout de temps qu'on l'a pas gagné. Et justement, ça dépend de la typologie du joueur. Et moi, je pense que la typologie de joueurs qu'on a dans notre équipe nationale, qui est le Maroc, puisqu'on est des Marocains. Parlons de l'équipe nationale, oui. La typologie qu'on a, on a quasiment que la première et la deuxième catégorie. Ouais. On a très peu de la troisième catégorie. Alors qu'il y a d'autres clubs, d'autres pays africains, ils ont que la première. Troisième catégorie, tu penses la plus basse, c'est ça? Celle du joueur local. C'est pas plus basse en niveau. Ça veut dire que... C'est qui nos superstars au Maroc qui peuvent peut-être... Est-ce qu'on a un joueur marocain qui peut espérer le Ballon d'Or? Déjà, il y en avait un qui devait... Après les deux Bono, il est arrivé 13e. Hein. Qui ça? Bono, oui, Bono. Hakimi, peut-être. Hakimi, il n'a pas réussi à remporter le Ballon d'Or africain. Alors, le Ballon d'Or. C'est du plaqué or. Moi, je te parle de leur. Non, alors, pour remporter le Ballon d'Or, il faut un gros palmarès, il faut être un buteur. Généralement. Donc, voilà, généralement. Et l'aura. C'est un des critères, c'est un des nouveaux critères. L'aura que tu dégages. Donc, en gros, c'est accessible à des Mbappé, des Haaland, des choses comme ça. D'accord, mais c'est pas accessible à des latéraux, etc. Et nous,
Malheureusement, on c'est n'a pas notre de grand problème. C'est l'offense. C'est qu'on n'a pas de numéro 9. On a une perche qui se frétille des fois et qui met des coups de tête contre le Portugal. Merci beaucoup. Et qui est gauche. Merci, Khalil. Voilà. Mais il faut le dire, avec ses pieds, c'est un Mshkodra. Et il sait pas. Mais tu sais maintenant, la différence avec la Coupe du Monde, c'est que d'abord, Harit est revenu. On a avec Amin Adli qui performe à Leverkusen. On a Sebari qui sort aussi. Il sort des U21. Et tu as avec le mec qui nous avait beaucoup aidé à participer à la Coupe du Monde, qui s'est blessé juste avant, Tissou Dali, qui lui, franchement, non, moi je pense que notre équipe elle est complète. Comparé à la Coupe du Monde, ouais. Offensivement parlant, on a plus de choix. On a beaucoup plus de... Zelzouli qui a éclos un peu plus que... Non, mais décembre 2022, tu te rappelles, pendant la Coupe du Monde, il s'est auto-dribblé, machin. Là, il est titulaire, là où il joue, il y a Pamploune, Osasuna. Non, Betis. Betis, c'était avant. Betis, il reste titulaire. Il était au Barça avant. Champion de U21 du Maroc, donc quelque part psychologique, Hadsef en juillet avec le Maroc, en tant que capitaine. Donc, tu vois, on commence à avoir des gars qui éclosent. Bah du coup, justement, qui éclose, tu es sûr de ça? Qui éclose. Au pluriel. Vous nous direz en commentaire. Comme les maisons. Qui éclosent, on donc verra. oui, ils ont éclos, ils éclosent. Pour synthétiser un peu ce début de compétition, franchement, on a vu des matchs pas ouf, à part celui du Sénégal et peut-être celui du Cap-Vert où il y avait un peu de jeu. Et pour l'instant, les gros, la plupart, ils déçoivent. Donc, moi, je dis... Parce qu'on va revenir aux affaires courantes, là, on va un peu parler du Maroc. Moi, je dis attention. Moi, c'est l'aspect psychologique. Moi aussi, je dis attention. Parce que... Mais à quoi? Je ne sais pas. Je pense c'est comme nos parents, ils disaient tout le temps attention, mais tu sais pas pourquoi. Moi, je pense qu'il est important d'envoyer un message clair et net à toute la compétition dès le premier match. Moi, je dis sur WhatsApp. C'est la merde. Ouais. Mais alors, le prochain match du Maroc, qu'est-ce que vous pensez du prochain match du Maroc? Mec, dans la poche, non? C'est Tanzanie, ouais. Dans la poche, on est d'accord. Sans faire les... Les gars, si on perd contre la Tanzanie, c'est fini, on arrête le putain de foot. On va pas perdre. Mais ça va être un siège, tu sais, comme à l'époque de... Sans manquer de respect à la Tanzanie, mais on était en demi-finale, les gars. On va pas perdre contre la Tanzanie, quand même. Ça va être comme au Moyen-Âge, un si siège. Si vous me permettez, je vais ouvrir une parenthèse sur Walid El Gragui. Parce que... Qui s'est dégonflé. Voilà. Ah ouais, c'était minable de sa part. Moi, ça m'a dérangé, ça. Ouais. Ça veut dire, on sort de demi-finale de Coupe du Monde. Le gars, 2 jours plus tard, il te dit... T'es chaud lapin. Oui, moi, c'est minimum demi-finale, on la gagne ou je démissionne. Il dit la phrase suivante, je m'en rappelle encore très bien. À un moment, il faut des résultats ou il faut laisser la place aux autres. Et là, il veut garder la place. Un mois et demi avant la compétition, il commence à dire ouais, désolé, je me suis un peu enflammé, je sais pas quoi. Alors, c'est quoi ça? Il prépare ses excuses. Il prépare ses excuses. Il faut y aller en mode guerrier. Il faut y aller en mode on va les taper. Et moi, je pense qu'il faut la Tanzanie. Il faut leur faire. Des pattes. Il faut faire passer un message clair et net à toute la compétition. La Tanzanie, on doit les taper 5-0. 2-3-0. 5-0. Faut que ça soit clair. Faut que l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils se disent ils sont pas là pour rigoler. Ils sont là pour. Mais tu sais, le problème. Ils sont là pour enfiler des runs. Mais le problème, Abdé, ça arrive souvent ça quand tu as une équipe qui surperforme dans une compétition. Généralement, la compétition d'après, c'est la mer noire. Donc c'est pour ça qu'Anna, j'ai super peur. Et tu sais que ça va être un attaque-défense. Ça, c'est clair et net. Ils vont nous attendre, ils vont jouer en contre. Comme nous, on a fait en Coupe du Monde. Maintenant, les gens vont nous attendre. Sauf que moi, le seul truc qui me fait peur, Anna, c'est justement le fait de prendre le melon et la grosse tête et de se dire, ok, tu sais quoi, on a gagné tant de followers sur Internet, tout le monde nous suit, tout le monde nous adore, et on va arriver, tu sais quoi, dilettante, on va faire le taf. Mais ce que j'aimerais, comme tu as dit, c'est qu'ils arrivent en mode tueur en série. Il faut qu'on fasse directement un statement comme quoi on est là pour des mères. Et c'est pour ça que moi, le discours de El Gragui, il me dérange. Décevant. C'est parce que dire qu'il réaffirmait ses ambitions à la veille de la CAN, c'était un moyen de mettre un coup de pression énorme sur ses joueurs
quitte à mourir avec ses armes, quitte à perdre les 3 matchs de poule. Mais au moins, on y va en mode tank. Genre, on arrive comme des tanks. Si on se prend une volée de d'obus russes et on se fait exploser, on retourne chez nous. Ah, ou alors, si on leur roule dessus, au moins. Mais ce qui est rassurant, c'est que depuis la fin de la Coupe du Monde, par exemple, on a pété le Brésil. Donc il y a pas eu le. Brésil, après, c'est vrai que Brésil c'est. On est d'accord. Mais quand même. On n'est pas des footix dans cette émission. Mais quand même. Oui, on les a gagnés. On les a gagnés. Ils ont joué avec un demi-orteil. Capitaine Casemiro. Donc Beina. Mais on les a quand même gagnés. Oui. Par la suite, là, le dernier match de préparation, celui qui était à huis clos, la Sierra Leone, je crois, 3-1. Donc il y a l'état d'esprit de vouloir Ken. Moi je te dis. Sierra Leone, j'y compterais pas trop. Non mais moi juste pour vous dire, il y a plein d'équipes qui moi je suis bien placé pour en parler toi aussi avec le Real et toi aussi bien sûr avec le Codem et tout ou bien l'équipe de France par exemple. Pour moi regarde l'équipe de France champion 98, Euro 2000, le Coupe du Monde 2002. Mec, avant le début de la compétition, il y avait des pubs où ils commençaient à mettre la 2e étoile. Avec Johnny Hallyday qui disait on est avec vous. Mec, ça c'est ultra présomptueux, tu vois. Alors que si jamais, comme tu as dit, on leur met juste la bonne pression, on leur dit les gars, ce que vous avez fait c'est bien, mais on maintient le cap. Mais ça, il a dû le dire, c'est pas ça le problème. Si, c'est ça le problème, c'est que. Il faut l'afficher auprès du public. Non, je suis pas d'accord avec toi. Pour que tu embarques le public avec toi. Non, ça, c'est pas le plus important. Après, quitte à te casser la gueule, tu respectes ce que tu as dit. Tu l'auras avec les résultats, le public. C'est ça qui est dangereux, c'est d'essayer d'avoir le public en leur disant, ouais, les gars. Non, laisse. Juste, entre vous, mettez-vous d'accord, on est en mode tueur en série et on va le montrer à notre pays. Et après, machin. C'est un supporter ingrat. Tu descends dans la rue voir ce qu'ils vont t'en dire les gens. Même, on est demi-finalistes de Coupe du Monde, mec. C'est comme ça qu'ils parlent. C'est comme ça qu'ils vont te parler. C'est une blague, j'ai précisé, c'est une blague ce qu'il vient de dire. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est comme si on était entre potes et qu'on parlait. Pardon. Non, mais toutes mes excuses aux gens qui ont été offensés, mais c'est comme ça que tu vas entendre dans la rue. Ouais, et donc, mais toi, Enzo, tu penses que il aurait dû. Ce qu'il a fait, c'est bien. Non, c'est deux choses différentes. Dans le vestiaire, il les a chauffés à blanc, mais dehors, calmez-vous, les gars. C'est deux choses différentes. Moi, je pense que ce sont deux choses différentes. Ce qu'il a fait, lui, c'est une erreur de com. Et il a un peu retourné sa veste parce qu'à un moment. C'est ça. Voilà. Il aurait pas dit ça avant, c'est pas grave. Il fallait pas. D'ailleurs, avant la demi-finale, les médias français, ouais. Ah non, tu joues derrière, c'est quoi ce jeu à la con, blablabla. Alors donc lui, en demi-finale contre la France, il a voulu faire le bonhomme. Bon, en même temps, on avait énormément de blessés, etc. On était au bout du rouleau. On n'avait pas le niveau. On était au bout du rouleau. Concentrons-nous sur ce qui arrive, la Tanzanie. Ouais. Moi, je pense qu'il doit reconduire le système de jeu qui a fait la gloire de l'équipe. De l'équipe pendant la Coupe du Monde. Bloc solide, défense solide, diffusé en attaque. Bouffel, Ziyech. Et on va pas les attendre. On va pas les attendre. Donc mais on presse plutôt. Non, pour moi, il doit la recette qui marche. S'il faut leur laisser un peu le ballon, meshi mouchkil. Et tu les tues en transition. Moi, je pense que ça va être le contraire. Ils vont nous attendre. Parce que techniquement... on n'aura qu'à s'envoyer des longs ballons jusqu'à ce qu'eux, ils le gardent. C'est le Maroc des années 80-90. Non, mec, Anna, je pense que c'est ça. C'est là où va être la grosse difficulté dorénavant. C'est comment va être notre système offensif. Et surtout, comment nous, on va jouer lorsqu'on va perdre le ballon. Est-ce qu'on va reculer comme en Coupe du Monde, on recule de 30 mètres, on les attend, et après, comme tu as dit, transition en 3 passes, on les baise. Ou bien, dès qu'on perd le ballon, pressing. Ouais. Parce que au moins, ils pourront pas nous represser derrière, ils vont se fatiguer. Donc moi, tu penses sincèrement que la Tanzanie, ils vont pas nous attendre, qu'ils vont jouer. Et tu penses vraiment que nous, quand on perdra le ballon, on va reculer? Moi, je pense qu'ils vont essayer de nous avoir dans les transitions. Et nous... Ah, donc ils vont nous attendre alors? Ils vont nous attendre. Okay. Mais nous, là où on doit être très fort, c'est dans les contre-transitions. Ah, d'accord. Comme le gegen pressing de Klopp, là, c'est le gegen c'est-à-dire que nous, transition. Eux, ils vont essayer de nous la jouer en mode... nous, on essaie de faire une attaque placée avec Ziyech, avec Bouffel, la technique sur les côtés, blablabla. On essaie de trouver des longs ballons sur Nsere, etc. Mais dès ils vont perdre le ballon, ils vont essayer de nous avoir en transition. Nous, notre but, c'est de stopper le plus rapidement cette transition et de les contre-transitionner. Mais ça, je pense que c'est ce qui est plutôt rassurant, c'est que Hna, sur les côtés et Flax, on a Mazraoui, Hakimi, et dans l'axe, on a Amrabat. Ça passera. Par contre, à la différence de la Coupe du Monde, et c'est là où je maintiens le délire, c'est qu'on a en Harit,
L'autre, là, le 23, Abernous, c'est un mec qui dribble super bien aussi. C'est le numéro 23, qui joue en Belgique. Excusez-moi, je ne me rappelle pas du blaze. Tiawa, il est super bon. Et à travers Adli et Tissoudali, on a une autre proposition que centre Nseri. Parce que Nseri, si jamais tu oses lui demander la profondeur ou la shahaja, moi j'attends de voir parce que je pense on peut passer par l'axe. On peut Joga. On peut Joga. Je suis pas sûr. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on l'essaye. Parce que pour passer dans l'axe, il te faudrait un avant-centre qui puisse faire point de fixation. Tissoudali. Oui, mais il va pas jouer avec Tissoudali. Il va commencer par Nseri. Mais Nseri, c'est faire deux trucs. Mais après, jouer la tête et prendre la profondeur. mais après Nseri, il a deux vitesses. Après Nseri, il est il est en mode binaire, 0-1. Tu lui envoies des ballons dans l'air, tu pries Cederbey comme on l'a fait au Portugal. Tu lui envoies en profondeur, tu pries Cederbey comme au Canada. Quelle tête d'ailleurs. Mais bon, il a ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, ces 2 dernières années, il a les chiffres qui parlent pour lui. Et moi, je ne fais pas confiance aux joueurs qui ne savent pas faire plat du pied sécurité. Moi, les gens qui ne savent pas faire plat du pied sécurité, je leur fais pas confiance. Donc moi, Nseri, tu pourras me dire ce que tu veux. Je l'ai vu débuter en équipe nationale. Il courait en zigzag, le mec, tellement ses pieds rouges. D'accord, mais de temps en temps, il te les met. Il chauffe. C'est une légende du Maroc. Il a marqué en quart de finale de Coupe du Monde. On peut rien lui dire. Ça chauffe, et il a mis une sacrée tête. Et il a mis une sacrée tête. Je peux rien lui dire. Alors en face, on a qui? Tanzanie et des inconnus. Non, mais Tanzanie, voilà, justement. On a que des inconnus en face. Ouais. Je sais pas comment ils vont jouer, mais c'est est-ce qu'en Tanzanie, ils ont des joueurs qui évoluent en Europe, qui évoluent dans des grands clubs? J'en ai aucune idée. Je n'ai pas fait l'analyse de la Tanzanie. Très bien, mais ça veut bien dire que on n'a pas un gros client devant nous. Donc, comme tu dis. Oui, mais c'est à double tranchant. Ça veut dire que tu sais pas ce qu'ils vont te faire. Eux, peut-être l'équipe nationale, ils savent ce qu'ils vont leur faire. Nous, ils nous connaissent mieux. Ils nous connaissent mieux, donc ils nous ont mieux analysé. Nous, on va peut-être voir 3-4 matchs. Est-ce que c'est représentatif de leur niveau? On ne sait pas. Mais je pense il faut marquer les esprits. Je cherche notre groupe, je le trouve pas, désolé. Voilà, Tanzanie, RDC... Oui, Congo. Et Libye. Je crois un truc comme ça. Ouais. Désolé. Ouais, mais on n'a pas un groupe difficile. Ouais. Non, il n'est pas difficile. Et en plus, les 3 premiers passent sur certains groupes. D'accord? Donc on passe, on est large. On est large. S'il faut juste pas qu'on tombe. Excusez-moi. Congo, Zambie, Tanzanie. Zambie qui l'ont gagné il y a pas longtemps. Qui ont encore des petits avec Hervé Renard. Qui ont encore des petits disons relents de l'époque de Hervé Renard, mais qui sont pas non plus une équipe. Non, c'est pas. Mais même à l'époque quand il avait gagné, c'était une mini surprise quoi. Genre c'était clairement pas des favoris. En tout cas, on leur souhaite tout le. Mais à tout le monde, à tout le monde, on souhaite tout le bonheur. Enfin cela. Et que quelqu'un vous tend la main. Mais pour moi, il faut qu'ils mettent un coup de savate. Oui, t'inquiète, on a toutes les références. On a capté. Il faut mettre un bon coup de savate à la Tanzanie, histoire que tout le monde se rappelle qui est le patron. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais là où il y a la grosse difficulté, c'est comparé à la dernière Coupe du Monde qui vient de se passer. Comment on va jouer? Comment va être l'animation? Moi, ce qui me dérange le plus, c'est... Moi, je suis d'accord avec toi. Le gay gang transition, je le vois venir. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre... Une fois qu'on va avoir le ballon, imagine, on a le ballon, c'est ce qui va se produire les 45 premières minutes. On va avoir le ballon. C'est pour ça qu'un Brahim, s'il changeait de nationalité sportive, il ferait zizir. Il nous ferait beaucoup de bien parce qu'il y aurait un peu plus de création. Quasiment. On espère. Arrêtez Ounahi aussi, qui a repris confiance. Il doit le faire jouer à son poste. C'est-à-dire en pointe haute du milieu à 3. 10, ouais. À ce moment-là... Mais il va jamais faire ça parce qu'il va avoir peur d'équilibre. Parce que qui tu mets derrière lui? Si jamais Houa il avance trop, à ce moment-là, tu demandes à un des. Dans le demi-espace, selon là où. C'est quoi la composition idéale? Pour le Maroc? Ouais. T'as Bono, t'as Ashraf, t'as. Mazraoui à gauche. Mazraoui, Agerd. Et Saïs. Ouais. D'accord. Tu mets Amrabat devant. Amrabat, Ounahi. Ounahi à gauche, tu mets le 15. C'est qui le 15? Ou alors tu peux mettre. Non, ça y est, on est déjà dans le milieu. Non, le 15, c'est avec Amlah, qui équilibrait bien entre les deux. Ah, tu mettrais pas Ounahi du coup? Non, je mettrais Amrabat, Ounahi. Après, l'équilibre avec. Si tu mets Harit, t'es baisé physiquement, pardon. C'est ça, c'est pour ça que t'es obligé. Si tu mets. Attends, quoique. Tu peux pas mettre Ounahi et. Tu peux pas mettre Ounahi et l'autre. Mais tu demandes à un des deux de faire box-to-box. Ouais. Mais tu demandes à un des deux de pas trop déconner. Si tu mets Harit en pointe, tu es obligé de mettre 2 milieux beaucoup plus défensifs. Donc ça veut dire que tu vas mettre Amrabat et l'autre là qui t'a dit. Amlah, ouais. Et après tu vas mettre Boufal ou Ezabde.
Et tu vas après, mettre tu mets Ziyech, Nseri. C'est ça la composition. Mec, moi je pense qu'on peut faire différemment. On peut faire un 4-3-3 et donc les quatre, les deux du côté des latéraux, en fait, ils deviennent Houma à un moment des pistons au niveau défensif. C'est-à-dire que si jamais les deux milieux sur les côtés, si tu prends le risque de jouer ultra offensif et tu prends que une charnière centrale, ils vont monter de toute façon. Ils vont monter. Ils vont tous monter. Mais moi, je te parle de quand tu perds le ballon. Tu perds le ballon à gauche ou à droite ou dans l'axe. Si tu le perds dans l'axe, t'as Amrabat en sentinelle. Si tu le perds à gauche ou à droite, moi, ce que je te propose, tu prends les latéraux. Ils sont toujours dans le demi-espace. On sait jamais. Et Houma, ils sont plutôt bons en défense. T'as un Mazraoui, t'as un Hakimi qui adore prendre les espaces en haut. Ils vont essayer d'aller combiner avec Zezoli et avec, avec Ziyech. S'ils se font prendre dans... Non, le problème... mais attends, écoute-moi. Moi, je te parle si jamais on perd le ballon dans un côté ou dans l'autre. Voilà justement ce que je te dis là. Okay. Tu le perds. Mais tu le perds à ce moment-là. Mais Mazraoui, ils sont déjà là-bas. Ils sont déjà là-bas. À ce moment-là, il faut que celui qui est à droite, Matsalan Ounahi, soit assez intelligent pour pas monter avec eux. Qui est à droite. Imagine Ounahi, par exemple, dans le milieu. Voilà. C'est ce que je t'explique, c'est ça le côté. Mais non, mais c'est pour ça que tu peux pas mettre Ounahi. Tu dois mettre Amlah. Pour dire qu'il va rester. Tu peux mettre Amlah. Ou là, tu peux demander à. C'est comme Kroos, par exemple. Kroos, c'est un putain de playmaker. Après, on compare pas les Lions et les. C'est un putain de playmaker, mais quand tu regardes bien le Real, lorsqu'il y en a beaucoup qui font les malins devant, il reste derrière. Et s'il faut mettre la faute de carton, la faute tactique, il l'a fait. Parce que moi, la faiblesse que je vois dans cette composition, c'est. Comme nous, on aime bien jouer sur les côtés et que dans l'axe, on est très pauvre, en espérant que Harit, s'il est dans l'axe, il va essayer de dynamiser tout ça, c'est que t'as Mazraoui ou Hakimi qui montent, qui essaient de combiner avec Ziyech, ils font le double appel, tu vois. Et là, t'as toujours Ziyech et Bouffel, ou la Ezabde, ils vont essayer de repiquer dans l'axe. Ils font toujours ça. Ils essaient de repiquer dans l'axe. Et donc, tu repiques dans l'axe, tu perds le ballon, t'as déjà... Ton latéral, il s'est déjà projeté à côté de... Oui, donc, du coup... Mais de notre côté aussi, on s'est déjà projeté au cas où. C'est le principe. Non, il faudrait que tes deux milieux défensifs écartent pour essayer de combler les côtés sans que tu te fasses prendre dans l'axe. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que tu peux... ce que tu dis, c'est la chose la plus logique. La pire qui peut arriver. La plus logique et tu proposes l'équilibre le plus parfait. Mais moi, je te parle... Étant donné que nous, on sait qu'on est plus fort techniquement parlant... Après, on les prend parce que Houma, la seule chose où il pourrait éventuellement nous avoir, c'est par hasard, derrière nous, un ballon, machin, et on rate le second ballon, gars. On le rate. Un appel. Oui, mais l'appel derrière nous, on se fait avoir. Là, il va sur le côté, il envoie un centre et... T'as une tête qui arrive de... un second ballon, c'est ça. Mais sinon, de façon générale, on peut pas. Ou là, il y a un Zambien qui arrive... Pas un Zambien, comment il s'appelle ? Un Tanzanien qui arrive en courant, qui te met une patate de 35 mètres, elle rend Lucas, tu sais pas comment elle arrive. Eder contre la France. Le 1-0 d'Yal l'Euro, mec, il met une patate, personne l'a vu venir. Mais Anna, je pense que c'est une question d'intelligence tactique. On verra ce que l'avenir nous réserve. Va se passer, mais je pense qu'on serait déçu avec un 0-0, un partout, un truc comme ça, on serait super déçu. On serait super déçu. Si on ne gagne pas on est là pour péter. C'est même pas la peine de faire le foutoir. Tu peux éteindre les caméras, vendre le studio, vendre la platine, tout vendre. Non, il faut surtout le premier match, il faut un statement. Voilà, il faut surtout avec la Tanzanie. Je veux pas en mettre une couche, mais honnêtement, je pense qu'ils sont très prenables. Voilà. Bon. Non, ils sont plutôt prenables. Mais après, c'est vraiment une question de l'animation défensive. On est intouchable. Je pense qu'on a la meilleure formation défensive de la Coupe d'Afrique. Le Sénégal, ils sont très bons, mais ils ont toute leur charnière qui est partie en Arabie Saoudite. Mais nous, on est chaud. Et en plus, on l'a prouvé qu'on était chaud défensivement parlant. Maintenant, c'est comment on va attaquer. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'on a matière à attaquer dans l'axe. Ce qui est la grosse différence avec avant. Alors parlons, on va sortir un peu de la CAN. Est-ce qu'on peut parler de la Super Coupe d'Espagne ? Voilà. Bon, il y a eu à tous les amis du Barça, mec. Grosse déception. Grosse déception pour qui, mec? Pour ceux. Attends, tu es représentatif de la minorité silencieuse. Non. Grosse satisfaction, mec, ici. Oui, mais alors justement, qu'est-ce qui c'est à votre l'explication de ce match? Comment tu analyses? La demi ou la demi? La demi de l'Atlético déjà. L'Atlético, c'était spectaculaire. Faut même pas parler des gens qu'on. C'est vrai que l'Atlético, on a tendance à les péter facilement, etc. Ouais. Quoique ils nous ont gagné la dernière fois en championnat. Mais le Barça, là pour le coup, c'était une démonstration de force, mec. Vraiment. Et Vinicius, il commence vraiment à zouker.
Mais vraiment. Parce que là, il a mis la misère à Koundé. Mais la misère. Moi, au-delà de la victoire du Real, que bien sûr, je trouve normal, bien sûr. Enfin, moi, c'est. Franchement, ce Barça-là, mais ça fait de la peine. Ça fait de la peine à voir. Quoi. Il faut se dire que Xavi, il est à une défaite d'être le pire entraîneur des 20 dernières années. Mais je me souviens, dans ce podcast, on avait dit que Xavi, il travaillait, il faisait le travail de fond, etc. Mais là, j'ai fait un peu de statistiques, tu vois, en préparation, parce qu'on est déjà des statistiques. Bien sûr. On travaille, nous. Bien sûr. Donc, t'as un Xavi qui a 23 défaites maintenant avec le Barça sur environ 25 matchs. Non, 100 et quelques sur matchs. 22 matchs. Sur 100 et quelques matchs. Et en gros, il a un taux de défaite de 20%. Okay. C'est-à-dire que... Un match sur 5. Un match sur 5, il le perd. Tu vois. Et en fait, quand tu t'amuses à voir jusqu'à Pep Guardiola, disons, genre j'ai pris tous les coachs jusqu'à Pep Guardiola, et que tu regardes les taux de défaite, il y a 2 catégories d'entraîneurs qui se dégagent. Il y a les entraîneurs qui ont gagné la Ligue des Champions, Luis Enrique et Pep Guardiola, et il y a les tocards. Ouais. Mais excuse-moi, ce qui est important aussi, c'est sur le nombre de matchs joués. Je parle du pourcentage de défaites. Non, mais Zama, il y a une différence entre perdre un match sur 5 et t'en as joué 5 et tu en as joué 200. Oui, mais quand tu remets... Oui, bien sûr. Mais moi, je veux analyser le truc brut. Ouais. C'est-à-dire, ils ont tous au-dessus de 60 matchs joués. Donc, c'est au moins 2 saisons. Donc, c'est assez révélateur. Ouais, 2 saisons minimum. D'accord. Donc, ils sont tous... Même Coman, qu'on se rappelle même plus de lui... 60 matchs, c'est 2 saisons. Parfois, c'est une saison. Pour plus ou moins. Pour un grand club, notamment. Mais ils sont au-delà tous de 70 matchs. Coman, personne ne se rappelle de lui, qui était juste avant Xavi. Il a un taux de défaite de 23%. Mais il a moins de défaites. C'est-à-dire qu'il a que 16 défaites. Ouais. Alors que la Xavi, il en est déjà à 23. Et il n'y a personne qui a fait ce total sur les 20 dernières années. Et donc, je te disais, il y a 2 types d'entraîneurs qui se dégagent. T'as ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, Pep Guardiola, Luis Enrique. Eux, ils ont des taux de défaites qui sont faibles. T'as des 20 défaites sur 200 matchs. Tu vois, donc on est très loin. On est très loin de... Et t'as le club de, moi j'appellerais les 20%, c'est-à-dire qu'eux, ils sont tous au-dessus de 20% de défaites. 23, 20, etc. Et donc, Xavi, malheureusement, il rentre dans la deuxième catégorie. Après, il faut dire que ce Barça-là, il n'est pas aidé bien sûr par ses finances, il n'est pas aidé par les choix qui ont été faits, etc. Et les joueurs qu'il y a, l'effectif, etc. Les choix ont été très mauvais. Par contre, ils ont des pépites, etc. Mais il faut se dire, Xavi, il n'extrait pas le maximum qu'il peut extraire de cette équipe. Cette équipe, je vous rappelle que l'année dernière, Xavi, ils nous ont mis 4-0. Et champion d'Espagne, hein. Et ils ont été champions d'Espagne. Comment ils ont mis 4-0 on n'avait pas Benzema à ce moment-là. Comment ce jour-là. Mais comment on peut passer de champion d'Espagne du Coca Light, tu mets 4-0 au Real, à la bouse qu'ils sont en train de nous faire début de saison. Bon, c'est pas catastrophique parce qu'ils sont 3e ou 4e, mais ils sont poussifs. C'est de mauvais augure. Le jeu est dégueulasse. Tu arrives contre le Real, tu domines, tu gagnes 1-0, tu perds 2-1. À la fin, à la toute fin. Sur 2 frappes, voilà. Et sur une frappe et un but, un peu imbroglio. Ensuite, tu arrives à la Super Coupe d'Espagne. C'est un titre. C'est un titre. Ils ont bien joué. Ils jouent bien contre Osasuna, mais normalement, t'es le Barça, Osasuna, tu leur en claques 5 et tu dis basse. D'accord ? Fin du game. Et tu arrives contre le Real. Le problème de cette défaite, c'est même pas qu'ils ont perdu le titre. C'est même pas qu'ils ont mal joué, etc. C'est que il n'y avait pas match. Ouais, ça veut dire on leur a roulé dessus. Ça veut dire que, alhamdoulilah, pour eux, on leur a pas remis un score historique. Genre, Chitmeniel Wahed, tu vois. Parce qu'à la fin, à la Makenelle, genre, le crochet que Brahim Diaz il a mis dans la surface, mais frère, je crois que tous les. Toujours, ça, c'est parti à la buvette, frère. Ils ont dit là, tu me et en plus, la grosse différence, c'est et ça, on en avait parlé sur le groupe WhatsApp, c'est la profondeur de banc.
Nous, Aussi. les gars qui attendent dans le banc, Mais nous aussi, on a nos problèmes. au banc, c'est des tueurs en série. Tu vois, ils ont un instinct, genre Brahim. C'est ce que j'avais écrit, je pense, avec vous, à un autre groupe. Je leur avais dit, les gars, c'est la 70e, je crois. Il y a déjà 4-1. Ouais. Il fait rentrer Modric, Brahim et Ceballos. Ouais, mec, il y a du. Mec, mais eux aussi. Il y a de quoi zouker, quoi. Il avait fait rentrer Rossellou juste avant. Mais même le Barça, ils ont fait rentrer Joao Félix. Fermin. Amine Lemar. Lemar, je sais pas quoi. Là. Amine, ouais. Mais Kendrick Lamar, on va dire. C'est des joueurs de qualité, sauf que. Ils sont pas rentrés dans le beau tempo. Ouais, ils ne s'inscrivent pas dans Ton joueur Félix, tu le fais pas jouer titulaire alors que qu'est-ce qu'il t'a fait? Ça a été la meilleure entrée. Mais il a très bien débuté avec le Barça, joueur Félix. Donc moi ce que je veux dire, pourquoi je dis tout ça? Moi je suis très content, on leur a roulé dessus, on a gagné un titre, etc. Mais un Real, pour qu'il soit fort, il a besoin d'un Barça fort. Ah mais mec, je suis tellement d'accord avec toi. Et ça je l'ai toujours dit. Mec. Il faut qu'il y ait la bipolarité qui reste dans le championnat. Là on se fait chier là. Ouais. Et pour que non, mais c'est vrai que en fait c'est pas funky, Bah, et tu trouves pas que il y a que maintenant quand tu entends parler d'un Real Barça, t'es chill. Tu te rappelles à l'époque? Ouais, 2011, exactement. Entre 2006 jusqu'à 2018 environ. Moi, Real Barça. Malheureusement, mec, j'avais le cœur qui battait. Malheureusement pour eux, le constat est sans appel, même s'ils pourront toujours se targuer qu'ils nous gagnent, ils font Mais si on a plus de victoires qu'eux en tout. Si tu prends sur les 15 dernières années, ça fait mal, quoi. Mais après, eux aussi, ils nous ont... C'est 5 Ligues des Champions à 2. Oui. Non, mais après, il y a certains matchs aussi, je sais pas si tu t'en rappelles. Je vous rappelle que le Barça, l'année prochaine, ça fera 10 ans qu'ils ont gagné la Coupe du... Genre, nous, on nous faisait chier dans les années 2010. Vous avez parce que 2002. Ça faisait 8 ans qu'on l'avait pas gagné depuis 2002. Mais eux, on oublie que la dernière fois, c'est 2015. Et en fait, les gens avec le Covid, ils ont oublié. Mais 2015, là, c'était la décennie précédente. Là, c'est loin 2015. Alors que nous, en 2022, mec, on a fait l'épopée du siècle. Du siècle, ouais, de la Ligue des Champions. Donc, mais on y croit pour donc, ce que je veux, pour un peu finir sur le sujet. Fair play, poto. Moi, j'ai envie que le Barça soit fort pour qu'il y ait des gros matchs, qu'on les tape à leur prime. Tu vois pour que ça soit... Et qu'il y ait aussi une concurrence qui permet de bonifier les deux équipes. Moi, je pense qu'il devrait changer le coach. Xavi, c'est un bon coach, mais c'est pas à la hauteur du Barça. Il devrait Donc, tu ramènerais qui? Donc, je lance officiellement le hashtag Xavi out. Suivez-le sur le compte Instagram du foutoir. Ouais, c'est ça. Mais tu mettrais qui? C'est une bonne question. Je mettrais qui? Vous n'allez pas me croire, mais moi... je ferai des mains et des pieds pour rapatrier un Luis Enrique. Ah mais c'est mort. Il vient à peine de faire comprendre son système à Paris. Ouais, je sais, mais pour moi, c'était le coach qu'il leur fallait. C'était le deuxième Guardiola. Ils auraient jamais dû s'en séparer. En 2015, il avait... Ils auraient jamais dû s'en séparer. Mais en 2015, c'était mal l'équipe qu'il avait aussi. Mais en disponible, moi, ou pas disponible, non disponible en atteignable, on va dire pas disponible, j'irais peut-être chercher, je sais pas... peut-être un Unai Emery, quelque chose. Emery, il a prouvé qu'il était très bon avec les équipes. Ouais, mais... Aston Villa, Villarreal, tu vois. Je sais pas, qui t'a tenté un truc fou, genre... Gallardo. Un Laurent Blanc, tu vois, genre... Non, arrête, Laurent Blanc, il vient de se faire virer de Lyon. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un truc. Je tenterai un truc, mais... pour les couleurs... Qui a joué à Barcelone, Laurent Blanc. Non, mais genre, je tenterai un truc, mais Xavi, là... Ils sont mesquines en train de le cramer en essayant de faire une épopée à la Zidane. Ouais. Mais on peut pas faire une épopée à la Zidane. Zidane, il a pris le club en 6 mois, il a gagné la Ligue des Champions. Là, c'est pas possible. Et à cette époque-là, en janvier, on avait 12 points d'écart avec le Barça. Et on a remonté à 1. Ouais. On a remonté à 1. Mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, je pense Klopp. Klopp peut-être, s'il veut venir, il pourra fédérer. Ouais, et il leur dit, vous ne me virez pas jusqu'à... Vous me donnez genre 3 ans. Ouais, mais Klopp, il peut pas évoluer dans l'environnement. Non, il peut pas évoluer dans l'environnement du... Pour évoluer au Barça ou au Real, il faut être capable d'encaisser des... C'est vrai. Parce que Klopp, regarde, il a eu un passage à vide avec Liverpool. Là, il joue le titre. Là, il fait partie des 2-3 Je suis d'accord avec toi, mais Klopp, je pense pas qu'il... En renouvelant l'équipe. Moi, franchement, ils avaient trouvé un coach en or avec Luis Enrique, ils l'ont laissé filer. Ouais. Luis Enrique n'est pas simple, à ce qui paraît. Il n'est pas simple. Il y a certaines langues qui se sont mais ça donne des résultats. Je te rappelle que Dabahad Xavi, il se casse la tête à gérer, investir avec Joao Félix. Non, mais les joueurs ne sont pas bons. Et Gundogan.
Et Luis Enrique, il a géré un vestiaire avec Messi, Suarez, Neymar, et il a gagné la Ligue des Champions. Ouais. Donc le mec, il pèse dans le game. Et là où je te rejoins, c'est qu'à Paris, il commence à faire vraiment de très belles choses. Vraiment, moi, ces derniers temps, je regarde les matchs de Paris, ça joue bien. Il y a une chose qui... Et je pense que ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin, en effet. Il y a une chose qui ne changera jamais, c'est que Ancelotti, tu es le maître du football. Et 2026, merci beaucoup d'avoir signé jusqu'à machin. Et on salue quand même nos amis du Barça parce que ça reste fair play. Ouais. Et on vous souhaite le meilleur. Si vous avez besoin de mouchoirs, on vous les prête. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez changer d'équipe, il est jamais trop tard. Allez, on vous souhaite un bon ciao, ciao, les gars. Allez, le Maroc. Allez, le Maroc.